Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire crawl et d'indexation donc organisé par l'agence WAM. Je suis Elder Fonseca, je suis votre modérateur aujourd'hui et je suis accompagné de trois personnes, trois experts en la matière, on va dire. Pauline Pouzou d'OnCrawl. Bonjour Bonjour à Pauline. tous. Thomas Nutin de Kiabi, qui a eu l'honneur, la gentillesse même, d'accepter notre invitation. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Et puis Florian, qui est chef de projet SEO chez l'agence WAM. Bonjour Florian. Bonjour Elder, bonjour tout le monde. N'hésitez pas à nous dire en chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, parce que c'est toujours bien de savoir si on est bien entendu, s'il n'y a bien aucun problème technique. Voilà, là, on est 69 connectés pour le moment. Vincent nous dit que tout est OK. Aurélie nous dit bonjour, c'est parfait. C'est bon, les messages arrivent, c'est top. Parfait, n'hésitez pas. Alors, pour vous présenter un peu comment ça va se passer, n'hésitez pas, durant tout le webinaire, à poser vos questions dans le chat à droite. On ne va pas forcément y répondre tout de suite. Par contre, ça nous permettra d'y répondre à la fin. Donc, on va tenir à peu près 45 minutes, 50 minutes de contenu à l'oral. Et puis, on reviendra sur vos questions tout à la fin. Donc, moi, je vais les sélectionner, je vais les mettre en favoris. Et comme ça, on n'en perdra aucune. Si toutefois, on ne répond pas à tout, il n'y a pas de crainte à avoir, puisque vous recevrez après le webinaire, d'ici jeudi ou vendredi, je pense, un e-book qui compile tout le contenu qui vous a été présenté aujourd'hui, ainsi que toutes les réponses à toutes vos questions. Donc, vous recevrez tout d'une quelque manière que ce soit. Donc, il n'y a pas de stress à avoir de ce côté-là. Voilà. Il y a aussi il y a 2 sondages qu'on va faire pendant le webinaire, qui seront deux questions qu'on vous pose sur est-ce que vous avez déjà procédé à une petite crawl et est-ce que vous avez déjà constaté des résultats probants. On vous enverra ça pendant le webinaire, je vous signalerai ça à l'oral. Et puis voilà, vous aurez juste à répondre, vous aurez 2 minutes pour répondre. Il est 10h03, on est 81 personnes connectées. Moi, je vous propose de commencer. Et puis, Thomas, je te laisse te présenter dans ce cas. Ça marche. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Thomas Nutin, je suis responsable du SEO chez Kiabi depuis maintenant 7 mois, c'est assez récent. Auparavant, j'étais chef de projet SEO toujours chez Kiabi. Et puis, ça fait environ 7 ans que je suis chez Kiabi. Avant ça, j'ai travaillé dans l'ancien, ce qu'on appelait le groupe Red Cats. Donc, j'ai travaillé pour Cyrillus, Verbaudet, Daxon, Somewhere. Où j'avais une casquette SEO, mais j'étais chef de projet pour des projets divers et variés. Mais ça fait vraiment que 7 ans que je fais que du SEO, enfin que c'est déjà beaucoup. Et du coup, on a travaillé pas mal avec WAM quand je suis arrivé chez Kiabi. On a ensuite changé d'agence entre deux. Et puis, on retravaille avec WAM depuis cette année-là. Et puis, on va sûrement retravailler avec eux l'année prochaine, j'espère. Voilà. Du coup, je peux passer la main à Florian. Merci Thomas. Florian Carmen, je suis chef de projet SEO chez l'agence WAM, qui accompagne donc Kiabi sur les questions de SEO. Ça fait semaine prochaine, je fêterai mes 12 ans dans l'agence. Voilà, donc grosse expérience sur la partie e-commerce, un peu de Google News aussi. Et je vais vous montrer ce qu'on a pu faire cette année depuis qu'on travaille ensemble avec Thomas sur Kiabi, ce qu'on a pu mettre en place pour améliorer le crawl. Je passe la main à Pauline. Bonjour à tous, donc moi c'est Pauline Pouzou, je suis senior SEO stratégie chez OnCrawl depuis plus de 2 ans maintenant. Mon rôle c'est d'accompagner mes clients dans la découverte et l'usage de la plateforme OnCrawl, mais également dans une partie d'analyse et de compréhension de la donnée. Donc je travaille également avec Kiabi et aussi l'agence WAM au global sur l'ensemble de leurs clients.
Et donc l'objectif est clairement d'avoir des optimisations aussi exploitables pour le SEO technique. Et je suis assez passionnée par le SEO technique. J'en fais maintenant depuis 2 ans à fond chez OnCrawl. Avant, j'en faisais aussi chez MaxiCoffee où je suis restée un peu plus de 3 ans. Et maintenant, ça doit faire 8 ans pratiquement que je suis dans le domaine du SEO. Et du coup, je vais garder la main et je vais enchaîner sur le début du webinaire où on va faire un petit rappel des idées reçues notamment. On va également parler de quelques chiffres suite à ce qu'on va voir dans les rappels et les idées reçues. On va pouvoir décortiquer un petit peu tout ça pour avoir une compréhension de la donnée. Et ensuite, on plongera dans le cas de Kiabi et on répondra à vos questions. Donc, je vais me lancer. Premièrement, donc on va parler ensemble pendant 50 minutes. Donc, je vais vraiment essayer d'être un maximum concis sur les données que je vais vous présenter. Parfois, elle peut être un peu technique. N'hésitez pas à poser vos questions pendant ce temps. Et on va commencer par définir quelques termes, dont les logs, le serveur, tout ce qui est notion de bot site, fréquence de crawl, crawl budget, SEO visite, SEO active page, SEO active ratio, le rôle du robot TXT, les pages crawlées dans la structure, les pages canoniques, les ranking pages, et on va aussi parler de l'indexabilité versus l'indexation du URL. Donc, pas mal d'éléments techniques ici. Donc, on va commencer avec les log serveurs. Donc, on va avoir un... Oups, c'est parti trop loin. On va donc avoir dans un premier temps ici le processus d'écriture des lignes des logs. Donc, ce que va faire ici le robot comme un utilisateur, vous voyez à gauche le schéma du robot et de l'ordinateur qui représente l'utilisateur, ils vont envoyer une requête au serveur. Donc, les serveurs vont répondre à ces requêtes, mais pendant ce temps-là, le serveur il va enregistrer l'ensemble des requêtes et il va créer des fichiers d'historisation qui vont comprendre beaucoup d'informations. On va appeler ça aussi des événements, puisque des événements sont composés de dates avec un temps précis des heures et même des secondes qui vont être enregistrés sur ces fichiers-là. Et ces fichiers-là vont comprendre des milliers, voire des millions de lignes qui vont avoir des data de type IP, user agent, donc qui vont permettre de représenter un robot tel que Googlebot ou un user agent que l'utilisateur va utiliser. On va avoir aussi donc la date, tout ce qui est ressources demandées, donc ça peut être une partie de l'URL ou alors tout simplement une ressource telle qu'une image, etc. On va également avoir tout ce qui est lié au référeur, donc d'où provient la requête. Donc souvent, quand on a justement la requête utilisateur, elle va provenir, on l'espère, de google.fr quand on regarde tout ce qui est le SEO. Ça peut être aussi Google IT, etc. Néanmoins, on a la visibilité ici. Donc, ce qui va me permettre d'enchaîner sur la partie un peu plus liée au bot site et aux fréquences de crawl. On va voir ce que c'est. Donc, un bot site ici, c'est clairement un appel réalisé par Googlebot. Donc, si on prend le schéma qu'on a vu juste avant, c'est donc la flèche qui va vers le serveur. Et donc, on va enclencher cet appel-là, cette requête, qui va inscrire une ligne de log et on va pouvoir vérifier si ce bot site est Googlebot ou un autre bot. Un bot site, donc il faut bien comprendre que c'est un appel qui va vérifier si la page est prédisposée à être crawlée. Ça ne veut pas dire que le bot a l'autorisation de crawler directement la page. Néanmoins, quand il a l'autorisation de crawler la page, on va pouvoir rentrer dans une nouvelle donnée qui est appelée ici fréquence de crawl par jour. Donc, c'est une moyenne qu'on va faire sur l'ensemble d'un site ou parfois sur des groupes de pages. Et la fréquence de crawl va permettre de visualiser le nombre moyen de fois par jour où des pages sont visitées par des robots. Donc ça peut fluctuer en fonction des jours, de la saisonnalité. Googlebot est assez intelligent pour comprendre tout ça. Et également, ça va aussi fluctuer sur le crawl budget et ce que vous faites sur votre site internet. Donc, pour toutes les mises en prod, il faut surveiller ce genre de KPI. Ensuite, on va avoir une notion de crawl budget. Donc, le budget d'exploration d'un site, ça va être un ensemble d'URL que Googlebot peut et veut explorer. Donc, il va visiter toutes les ressources possibles, il va allouer du temps à votre site internet et il va le gérer. Donc, ce budget d'exploration est déterminé par deux éléments clés, donc la limite de la capacité d'exploration et le besoin d'exploration. Donc, c'est là où il va falloir aussi faire attention à tout ça, suivant les modifications que vous faites sur votre site. Il peut y avoir des fluctuations qui peuvent être bonnes ou mauvaises et il faut être attentif à tout ça. Donc, si on a un budget de crawl conséquent, il faut essayer de comprendre
comment Google la loue, notamment avec la fréquence de crawl. Est-ce qu'il passe beaucoup de fois par jour sur des URL utiles ou inutiles au SEO? Justement, maintenant, on va parler d'un point de vue utilisateur. Donc, en aspect utilité, SEO visite, on va avoir forcément des KPI qui donc proviennent ici plutôt de la ligne de log du référeur. Ici, donc, on va parler des SEO visites. Chaque utilisateur qui provient d'une visite organique, donc par exemple de Google, va générer une visite SEO sur le site. Ça ne veut pas dire qu'après on va suivre ce qui va se passer sur le site, c'est vraiment à partir du moment où on entre sur le site depuis le moteur de recherche. Donc ça va correspondre, comme je l'ai dit, au référeur dans la ligne de log et qui peut être google.com, fr, etc. Ensuite, quand on combine toutes ces visites SEO, on va avoir besoin de savoir sur quelle page elles sont actives. Donc, on va appeler chez OnCrawl ces pages-là des SEO Active Page. Donc, on va mesurer tout le trafic entrant sur ces pages-là. Donc, c'est pour ça qu'on a des caps un petit peu différents. Ensuite, on va justement combiner l'aspect bot et l'aspect SEO visite. Donc, sur cette partie-là, on a un KPI qui s'appelle le SEO Active Ratio. Et ça reprend la proportion des pages actives parmi toutes les pages explorées. Donc sur cette partie-là, on voit bien sur le petit schéma en bas à droite que parmi parfois toutes les pages uniques crawlées par Googlebot, seulement une infime partie, ici sur ce cas, sont considérées comme actives, donc elles reçoivent des visites SEO. Donc on comprend bien que sur cette partie-là, les pages uniques crawlées ne sont pas toutes performantes en termes de SEO utile, donc de trafic. Donc on pourra se poser plusieurs questions un peu plus tard, mais cette idée-là et surtout ce KPI-là est important à visualiser dans le temps pour savoir s'il augmente, s'il descend et si ce chiffre-là est signe de performance par rapport à la quantité de pages que vous souhaitez indexer. Ensuite, je vais introduire une notion du robot TXT qui va être assez importante ici, surtout pour les slides précédentes. Donc c'est un fichier qui dicte au robot et notamment donc à Googlebot ce qu'il est censé explorer. Donc on va lui énoncer certaines règles pour lui dire de ne pas suivre ou suivre certains répertoires. Donc c'est un peu, je dirais, parfois la solution pansement. Quand on souhaite éviter de montrer quelque chose à Google, on va lui demander de ne pas suivre ce type de répertoire. Néanmoins, il faut quand même faire attention parce que c'est pas quelque chose qui va empêcher réellement Google d'y parvenir. Parfois, il y a des pages qui sont évoquées dans la Search Console qui nous indiquent que c'est des pages qui sont bloquées et indexées malgré le blocage du robot TXT. Donc Google considère ces pages-là peut-être comme utiles. C'est là où il va falloir faire un travail un petit peu différent et se dire je veux pas que Google les indexe, donc je vais parler autrement et je vais lui indiquer un no-index ici pour cette partie-là. Ou alors protéger ma page par un mot de passe si je veux pas que Googlebot n'y accède pas du tout. Donc ça, c'est un élément assez important à prendre en compte. Ensuite, je vais parler justement de ce qu'on a concrètement sur le site quand on visualise les données de crawl. Donc on va parler des pages dans la structure, des pages crawlées et des pages canoniques. Il faut savoir que les pages dans la structure, ici, ça va être des pages qui sont découvertes par OnCrawl, par exemple, et grâce à un lien. Donc si il y a un lien qui est maillé quelque part, qui a une encre, on peut aller le hitter comme n'importe quel bot hit que Google fait. Donc on va se comporter de la même manière, donc on va essayer de lire le lien, mais ça ne veut pas dire qu'il sera crawlé. On peut avoir une contre-indication à ça. Mais en tout cas, ce lien-là est connu dans la structure. Ensuite, justement, c'est là où on voit un petit peu déjà un gap des pages dans la structure. Ici, on en a 168 000. Maintenant, on va passer aux pages crawlées, qui en ont à peu près 166 000. Et donc, on a 2000 pages qui ne sont pas crawlées, mais qui sont quand même maillées dans la structure. Donc, elles peuvent avoir des contre-indications, ces pages-là. Donc là, pour reprendre l'explication des pages crawlées, ce sont celles qui n'ont donc aucune contre-indication de crawl, et donc le robot est autorisé à lire son contenu. Et maintenant, je vais introduire une notion de Indexable Canonical Pages. Ici, c'est vraiment à garder en tête l'aspect compliant des pages, puisque ces pages-là n'ont pas de no-index, n'ont pas de méta dans les méta-robots, n'ont pas d'isolo dans leur robot TXT, elles sont canoniques vers elles-mêmes et elles ont un status code valide. Donc les balises canoniques, on le redéfinira un petit peu plus tard, mais ici, ça apporte un élément supplémentaire pour expliquer à Google que c'est cette page-là qu'on souhaite indexer et pas une autre. Ensuite, on va rentrer justement dans cette notion d'indexabilité versus indexation d'une URL. Donc,
quand on parle d'indexabilité, c'est une URL qui est potentiellement indexable. Ça ne veut pas dire que cette URL est indexée. Donc, on a ce genre de graphique dans la Search Console qui nous explique un petit peu dans le temps ce qui va se passer quand une URL est indexée. Donc, parfois ça évolue, parfois ça baisse, ça dépend aussi du travail qu'on fait de notre côté. Mais dans l'idéal, toutes les pages que l'on va considérer utiles au SEO doivent être indexables. Et si le travail est bien réalisé et que Google voit de son côté un intérêt réel à indexer ces pages, alors elles vont finir dans l'index et ce volume-là peut augmenter et donc vous apporter plus de trafic si les règles sont bien respectées derrière. Ensuite, je voudrais faire quelques rappels sur le comportement de Googlebot pour que ça soit bien clair pour tout le monde suite à ce que je viens d'évoquer. Donc une page qui est soumise à l'index ne signifie pas forcément que la page sera crawlée. Encore une fois, ça dépend des indications qu'on donne dans le code source de la page et qu'on donne à Google pour pouvoir crawler ces pages-là. Donc si on veut la soumettre à l'index, il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication. Parfois, la page peut être indexable, considérée comme indexable, mais Googlebot ne va pas aller la crawler pour X ou Y raison. Par exemple, cette page n'est pas correctement maillée, il ne va pas en avoir connaissance, donc il ne va pas pouvoir l'indexer. Ensuite, on va avoir une page crawlée ne signifie pas que donc la page sera indexée, c'est exactement ce que je viens d'évoquer. Et ensuite, on va pouvoir se dire qu'une page indexée ne signifie pas que la page rank dans les SERP. Donc ranker, c'est générer des impressions sur Google. Si jamais cette page-là est très loin dans le positionnement sur un mot-clé qui n'est pas du tout tapé ou très peu, ça peut poser problème et donc cette page-là ne va générer aucune impression, aucun clic, donc elle n'aura pas de performance. Et ensuite, une autre notion qui est le disalo ne signifie pas non-index et non-index ne signifie pas non crawlé. Parce qu'en effet, le non-index ici va être assez... Ah, j'ai perdu la présentation. Il y a Florian qui nous a quitté, mais il va vite revenir. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai touché à rien. Est-ce que tu peux repartager la présentation, s'il te plaît? Bien sûr. Attends, hop. Je fais la manip. Voilà. Parce que... Et voilà. Parfait. Merci. Merci. Et donc, j'évoquais que quand il y a un no-index, ne signifie pas forcément non crawlé, puisque Googlebot a besoin de lire la page et donc de lire de la méta-robot pour que ça ne soit pas crawlé. Donc, dans ce cas-là, il peut y avoir accès. Peut-être qu'il va la crawler moins fréquemment, mais en tout cas, il va la lire quand même. Ensuite, on va avoir des idées reçues qui persistent assez souvent, ce que je rencontre pas mal aussi autour de moi. Et donc là, ce qui est écrit ici est entièrement faux. Donc quand on évoque que le budget de crawl est élevé, plus le budget de crawl est élevé, meilleur est le référencement, c'est complètement faux. Ça veut juste dire que Googlebot visite beaucoup de choses et ça ne veut pas dire que vous allez avoir beaucoup de trafic. Si Googlebot reste trop longtemps sur des pages inutiles pour vous, c'est un petit peu dommage, donc il va falloir le retravailler. Ensuite, il existe un budget de crawl par type de bot. Ça également, il faut le garder en tête que Googlebot, c'est plusieurs types de bots. Donc il y a Google News, Google Ads, Google AdSense, Google pour le SEO, etc. Donc c'est des types de bots différents. Et il faut savoir que le budget de crawl, il est global pour tous ces types de bots. Donc suivant le budget que vous allouez en publicité ou la bande passante que vous allouez sur d'autres types de bots, il faut prendre en compte que ça peut avoir une incidence. Des fois, c'est pas énorme, mais il faut garder en tête. Le poids et la réponse des ressources n'a pas d'impact dans le budget de crawl. Malheureusement, si plus une page est lente et perceptible surtout pour l'utilisateur, plus Googlebot peut décider de plus venir crawler autant de fois le site que l'on voudrait. Et si les ressources sont beaucoup trop conséquentes sur des pages, malheureusement, il y aura des petites sanctions. Parfois, c'est des sanctions qui peuvent être assez importantes, parfois moindres, mais il faut toujours garder un œil dessus. Et ensuite, une autre idée qui est fausse, c'est la canonical qu'on choisit et celle forcément sélectionnée par Googlebot. Dans la Search Console, on a clairement un KPI qui nous indique que la canonical a été choisie par l'utilisateur. C'est tout simplement ce que la balise canonique ou la page en question est utile pour l'utilisateur. Et donc, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de l'autre page. Donc ça, c'est un choix qui est fait. Et donc, il faut quand même bien prendre en compte aussi l'univers sémantique, la demande qu'il y a autour d'une page quand on met des balises canoniques. Après, ça peut être complexe à maîtriser, mais il faut toujours garder ça en tête parce que l'objectif, c'est l'utilisateur.
Maintenant qu'on a vu un petit peu toutes ces définitions, j'aimerais qu'on puisse se plonger dans un cas, bien, évocateur. On va pouvoir combiner certains KPI que j'ai présentés, avec une étude qu'on a pu faire sur, 27 sites différents. Donc là, l'enjeu, c'est de montrer l'impact et les corrélations entre le crawl de Googlebot et l'indexation, dans la SERP, donc sur Google, à partir des données on-call. Donc là, ça va être des données croisées, on va utiliser des données de crawl et des données de log. Donc sur cette partie-là, on a des données, qu'on va, exploiter qui sont le nombre de pages dans la structure, le nombre de pages uniques crawlées, le nombre de pages indexées, fréquence de crawl, SEO visite, SEO active ratio et toutes ces données-là sur les 27 sites sont sur une analyse de 30 jours sur la même période. C'était, il y a un petit moment. Donc je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet en vous présentant, les 27 sites, dans un premier graphique qui énonce donc pour une lettre un site, ici. Donc là, on voit qu'il y a, des volumes de pages dans la structure qui sont très différents et qui varient certainement selon les types de sites et donc cette variation peut être entraînée par le type de publication, le nombre de produits, mis au quotidien et cetera, l'ancienneté, suivant les médias, parce que parfois il peut y avoir des pages avec un nombre de pages dans la structure important à cause de l'archivage, par exemple. Néanmoins, c'est déjà un bon KPI à comparer à un autre KPI qu'on va voir juste après, où là, on va déjà voir une légère différence sur certains sites, où les courbes sont un petit peu enfin, les barres, pardon, sont déjà un petit peu différentes. Et là, on va se dire, en visualisant les pages uniques crawlées par Googlebot, que ce sont un KPI utile pour comprendre ce que voit donc Googlebot, pour reprendre un peu ce que j'ai expliqué en début de session. Donc, maintenant qu'on a les pages dans la structure et les pages uniques crawlées, comment on va faire pour les comparer? C'est tout simple, on va les mettre en face et on va pouvoir déjà voir des écarts qui sont assez impressionnants selon les sites. Parfois, on va avoir des données, avec ces données, on peut justement déterminer, pardon, si un site est trop accessible par Googlebot, s'il n'est pas assez accessible, s'il y a des problèmes de budget crawl et s'il y a un bon rapport page dans la structure ou des pages avec les pages crawlées. Donc ici, ce qu'on peut voir déjà, c'est que si je prends l'exemple du site, par exemple, Y, on peut se dire qu'il y a énormément de pages uniques qui sont crawlées par Googlebot et très, très peu de pages crawlées dans la structure. Donc là, il y a peut-être des pages orphelines qui ne sont pas maillées sur le site, et que Googlebot passe sur des pages qui ne sont peut-être pas utiles. Donc une réflexion est à faire ici. Donc on fait un premier constat, à partir de 2 KPI qu'on compare et l'idée, c'est d'identifier les pages ou les ressources en question qui, peut-être polluent trop Googlebot, ou des pages qui, devraient être bloquées justement dans le robot TXT en attendant, d'autres solutions pour maîtriser un petit peu ce que Googlebot voit. On va essayer de réfléchir à une amélioration du maillage interne. On peut essayer de demander à Googlebot, d'oublier ces pages avec un status code 410 par exemple et après il y a bien plus d'informations au cas par cas. Je peux prendre le chemin inverse, par exemple, sur, des pages, des sites qui ont beaucoup de pages dans la structure. Donc, par exemple, le site, pardon, E, qui a, peut-être 20%, 30% de pages crawlées par Googlebot par rapport aux pages dans la structure, ce qui peut être infime. Mais encore une fois, il faut se demander si les pages dans la structure sont toutes utiles à être crawlées par Googlebot, oui ou non. Et si c'est le cas, essayer d'améliorer le crawl budget par diverses façons. Et le maillage interne en est une, par exemple, pour que Googlebot accède à toutes les pages. Maintenant qu'on a visualisé ces deux KPI, je voudrais introduire la notion d'indexé, de page indexée, pour bien les comparer. Donc, pour comprendre les KPI, surtout pour se lancer après dans les optimisations, il faut comparer ces 3 données. Donc, le nombre de pages indexées, ce n'est pas des données qu'on a directement dans le crawler, mais on peut se dire que dans un crawler comme un crawl, on a le nombre de pages indexables. Puis après, on peut aller voir les pages indexées sur la Search Console ou les récupérer et comparer ces éléments-là et te dire, est-ce que j'ai des écarts trop importants? Comment ça se fait que Googlebot n'indexe pas autant de pages qu'il connaît? Et pour reprendre un peu les éléments qu'on a évoqués, les pages dans la structure ne sont pas forcément toutes crawlées, donc là, c'est clairement établi. Les pages dans la structure ne sont parfois pas maillées et pas toutes de même crawlées, donc et elles sont toutes de même crawlées, pardon. C'est-à-dire qu'une page que Googlebot connaît dans son historique, avec les caches et cetera, il peut continuer à venir la visiter, tout simplement parce que, pour lui, elle est intéressante. Donc même si elle n'est pas maillée, elle est rattachée à ce site-là pour lui. Donc il va, continuer à venir la voir. Maintenant, si on veut lui donner un petit peu plus de poids, en tout cas dans notre site, il va falloir la rattacher, à notre maillage
pour que Googlebot, potentiellement, la classe mieux, puisqu'elle bénéficiera aussi du maillage interne. Les pages crawlées aussi ne sont pas forcément toutes indexées, donc là, encore une fois, avec les courbes, les barres violettes, pardon, on voit bien qu'on a des cas assez différents. Si on prend le site T, par exemple, beaucoup de pages dans la structure, 50% des pages potentiellement crawlées par Googlebot, et on a peut-être une infime partie, allez, 60% ou 50% même, je dirais, des pages indexées par rapport aux pages dans la structure. Donc il y aura peut-être encore un travail à faire, et encore une fois, il faut insister sur le côté utile des visites SEO. C'est la partie la plus importante ici. Ensuite, on va passer à quelque chose de plus technique sur la fréquence de crawl. Donc on l'a défini auparavant, donc ça représente la moyenne des pages qui sont visitées chaque jour. Et là, ici, on peut voir que si on garde en tête les précédents graphes, que le site A avait très peu de pages dans la structure, très peu de pages crawlées, mais il a une fréquence de crawl importante. Donc il faut bien garder en tête que cette fréquence de crawl peut varier en fonction de votre structure, et que plus il y a un volume de pages, forcément, et que plus Googlebot va allouer du budget, plus la fréquence de crawl moyenne va baisser. Elle va aussi dépendre du maillage interne. Donc généralement, plus le volume de pages est important, plus la fréquence moyenne baisse. Donc c'est souvent le cas de gros sites. Donc Y avait énormément de pages crawlées par Googlebot, mais il y a une fréquence de crawl très basse. Et il est important de l'étudier pour suivre le budget de crawl, notamment à un certain niveau de granularité. Donc vous allez voir après, dans l'étude de cas de Kiabi notamment, que cette partie de granularité va être importante à découper pour comprendre sur quoi Googlebot passe son temps. Parce qu'au niveau du site, des fois, ça veut un petit peu rien dire, donc vaut mieux aller dans une catégorisation plutôt que de le voir d'un point de vue global, parce qu'on peut avoir des disparités, et on y verra beaucoup plus clair. À ça, j'aimerais combiner le SEO Active Ratio. Et là, on voit qu'on a des ratios qui sont complètement différents en fonction des sites, qui peuvent être plus ou moins performants. Et sur ce SEO Active Ratio, donc pour rappel, c'est la part des pages qui reçoivent des visites SEO par rapport à toutes les pages uniques que Google crawl. Suivant son taux, on peut se demander mais quel est le ratio que je dois atteindre? Tout simplement, c'est celui que vous voulez vous fixer. Suivant le volume de pages que vous avez, toutes les pages n'ont pas un but SEO. Donc c'est par rapport à toutes les pages que vous souhaitez générer du trafic que ce KPI va avoir de l'impact. Donc il faut avoir en tête vos pages utiles pour le SEO. Donc pas un KPI précis à atteindre. Néanmoins, c'est toujours intéressant de dire que j'ai 100 mes pages crawlées, 100 mes pages indexées, tant mieux. Néanmoins, il faut qu'elles soient performantes derrière. Donc des fois, on doit avoir un choix. Et ce KPI-là vous aide à avoir une bonne vue, surtout aussi au niveau granulaire, quand on sépare les groupes de pages. Donc ça peut vous aider à mieux l'identifier. Et une fois qu'on a vu fréquence de crawl et SEO Active Ratio, on va pouvoir combiner les deux. Donc ça donne un graphique qui peut être un petit peu compliqué à vue d'œil. Chaque point représente donc un site web. J'ai gardé le système des couleurs pour les séparer et pour avoir quelque chose de plus visuel. Mais ici, on va pouvoir déjà voir une grande diversité dans les performances SEO des sites. Donc là, pour contextualiser ce qu'on voit, c'est plus on va vers la droite, plus la fréquence de crawl augmente. Plus on va vers le haut du graphique, plus les SEO Active Ratio est élevé. Donc ça veut dire que parmi toutes les pages que Googlebot crawl, les SEO visites sont plus élevées. Et la courbe qui est au milieu, en rose, elle indique une tendance qui signifie que plus la fréquence de crawl augmente, plus on a un SEO Active Ratio élevé. Donc si on aurait pris, potentiellement d'autres sites, on aurait une tendance assez similaire sur l'échantillon, et on se dit que ce graphique-là, d'un point de vue aussi granulaire, il peut être important pour identifier les groupes de pages importants. Donc en croisant les données, vous identifiez quelles parties de votre site sont bien ou mal exploitées, et en fonction de cette fréquence de crawl-là, vous adaptez de nombreux éléments de votre côté au niveau du maillage par exemple, et ça articule une nouvelle dynamique auprès des groupes de pages qui ont de l'importance. Donc, et aussi ce type de graphique permet de détecter des problèmes potentiels. Donc si vous constatez que la fréquence de crawl est élevée, mais le taux des pages recevant des visites SEO est très faible,
ça peut indiquer des problèmes de qualité de contenu ou de structure qui nécessitent une attention particulière. Donc là aussi, ça vous permet de prendre du recul et d'avoir, je dirais, un KPI pour vous montrer que vous pouvez évoluer dans le bon sens et que si votre point évolue, dans ce cas-là, vous avez réussi vos actions côté développement, par exemple. Donc, j'ai introduit beaucoup de choses. Ça va nous permettre d'y voir plus clair pour la suite. Et donc, dans ce cas-là, je vais laisser la main à Florian. Merci beaucoup, Pauline. Florian, je vais peut-être poser une petite question à ceux qui sont présents. Donc, ça se passe dans l'onglet sondage. Donc, je vais tout simplement vous demander si vous avez déjà mis en place une optique crawl. Et vous pouvez simplement répondre. Vous avez 2 minutes. Puis ça alimentera nos échanges à la fin. Je t'en prie, Florian, excuse-moi. Excuse-moi, Esther, j'ai perdu le fil, j'étais en train de lire les questions. Non, bah vas-y, cas client, plongeons-nous dans les données de Kiabi. Go. Ok. Merci, pardon. Donc, merci Pauline pour tout ce que tu nous as appris. On va essayer d'appliquer ça à Kiabi, voir ce qu'on a pu trouver comme difficulté sur le site, ce qu'on a mis en place et les résultats qu'on a obtenus. Mais avant ça, je vais demander à Thomas de nous présenter Kiabi, puisque c'est quand même lui qui connaît mieux l'entreprise. Je t'en prie, Thomas. Ça marche. Bon, ben, déjà, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent pas Kiabi. En tout cas, en France. Kiabi, ouais, on a une chaîne historiquement de magasins d'habillement. On a plus de 500 magasins dans le monde, environ 350 en France. Ça fluctue en fonction des ouvertures et des fermetures, mais on est dans ces eaux-là. On a 6 sites, dont la Belgique, qui est un site qui est sur 2 langues. On a à date à peu près 70 000 rêves sur le site. On a ouvert une marketplace l'année dernière, donc ce chiffre a explosé grâce à la marketplace. On fait plusieurs dizaines de millions de visites SEO chaque année. Et la marketplace, j'en ai parlé. Et globalement, si je peux dire 2 mots sur comment fonctionne le SEO chez Kiabi. Donc moi, mon rôle, c'est plutôt de coordonner les actions. On a, on va dire, 2 parties principales. On a la partie technique qu'on travaille en collectif à date avec WAM. On discute beaucoup sur les échanges de scénarisation, etc. Ensuite, moi, je fais le tri de tout ça avec aussi nos besoins en interne. Je priorise avec l'équipe des PO. Et en fait, tous les développements sont gérés en interne. Donc, je sais que dans d'autres sociétés, c'est sous-traité, mais nous, c'est nos développeurs qui font les optimisations. Et après, on a toute une partie contenu où là, on pilote en interne, mais on externalise toute la partie rédactionnelle. Voilà en gros comment on fonctionne. Et puis, s'il y a des questions, on pourra répondre à la fin. Je laisse maintenant la main à Florian qui pourra dérouler pour expliquer ce qu'on a fait. Merci Thomas. LDR, j'ai vu qu'il y avait la fin du sondage était arrivée. Tu voulais en parler maintenant ou pas? Bien vu. Alors, il y en a 58% qui ont déjà fait une optique crawl. Tu vois, et donc 42 qui ne l'ont jamais fait. Et j'avais aussi posé la réponse je ne sais pas ce que c'est, et il y en a 0% qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est plutôt rassurant. Ah, super. On parle à des gens qui connaissent le sujet. Voilà, c'est ça. Eh bien, j'attaque la partie Kiabi où je vais vous présenter 4 cas de figure, finalement 4 chantiers qu'on a mis en place au début de notre collaboration avec Thomas sur le SEO de Kiabi. Donc, ce début d'année, j'ai réalisé un audit technique et j'ai soulevé pas mal de problèmes. Je vais essayer de vous montrer les 4 premiers. Pourquoi c'est problématique, ce qu'on a mis en place et puis les résultats obtenus. Alors, le premier, Pauline en parlait tout à l'heure, c'est des URL techniques qui n'ont pas à être crawlées par Google. Puisque, comme elle les précisait très bien, c'est pas parce qu'on a des URL sur le site qu'on veut que toutes celles-ci soient explorées par Google. Et pour ce faire, j'utilise une vue, une des très nombreuses vues que propose OnCrawl, que je trouve hyper intéressante et qui prend cette forme sous ce graphique-là. C'est un graphique à 2 entrées qui permet de voir en fonction des catégories de pages que vous avez sur votre site. Alors ça, c'est quelque chose que vous définissez dans OnCrawl.
sur la base des URL, vous pouvez dire, ce format d'URL, c'est une fiche produit. Ce format, c'est une page catégorie, une page filtrée couleur, etc. Une fiche magasin ou même un article de blog, enfin bref, une catégorisation. Et sur la base de cette catégorisation, vous pouvez mettre en relation deux indicateurs, le nombre de hits Google sur ce type de page et le trafic SEO généré sur ces pages. Et lorsque j'ai réalisé l'audit, il y a quelque chose qui m'a un peu sauté aux yeux, c'est cette catégorisation autres URL. Alors je suis désolé, j'espère que tout le monde arrive à bien lire, c'est un peu petit, mais je l'ai entouré, c'est autres URL. Ce sont des URL qui rentrent un peu dans aucune autre catégorie et qui, comme vous le voyez, génèrent un nombre très très important de hits Google, donc d'appels de Googlebot, mais qui en revanche ne génèrent absolument pas de trafic SEO. Pardon, j'ai oublié, c'est moi qui dois tourner les slides de la présentation. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté en creusant un petit peu les types de pages? C'est que ces autres URL, il s'agit de deux fichiers JSON. Ce sont des fichiers techniques qui permettent le bon fonctionnement du site, mais ce n'est pas du tout des pages sur lesquelles on s'attend à ce qu'un internaute arrive, et d'autant plus sur les moteurs de recherche, depuis les moteurs de recherche. Je vous ai mis un exemple qui est adi.com/GraphQL. C'est pas du tout une page de destination SEO. On s'est rendu compte que ces deux URL-là, puisqu'il y en a en réalité deux, généraient plus de 100 000 hits Google par jour. C'est considérable. Je vois Pauline hocher de la tête. Et ça représentait au moment de l'analyse 25 à 30% des hits Google sur le site Kiabi. C'est énorme. Mais surtout, le plus embêtant, c'est que ça sollicite 30% du temps de Google sur le site, mais ça génère 0 trafic SEO, absolument aucune visite. Donc on s'est dit, bon, là on a un petit problème, il va falloir couper le robinet et espérer que finalement ce temps de crawl que nous accorde Google soit reporté sur des pages un petit peu plus stratégiques. Et c'est ce qu'on a fait en utilisant ce que vous montrait Pauline tout à l'heure, le fichier robots.txt. C'était assez facile. Thomas, de mémoire, ça t'a pris quelques minutes seulement de faire le copier-coller de cette règle. On a la chance chez Kiabi d'avoir la main sur ça. On n'a pas la main sur tout, mais il y a des choses qu'on peut faire très rapidement, des choses qui passent en Evol, Jira, etc. Mais il y a des choses sur lesquelles on prend 2 clics, on peut le faire. Je sais que c'est pas partout pareil et au moins ça va vite. Ouais, ça allait très vite. On le verra d'ailleurs dans les résultats tout à l'heure. Mais le correctif était assez simple. Hein. On indique dans le fichier robots.txt, tiens Google, je ne veux plus que tu passes de temps sur les URL qui prennent cette forme-là. Et le problème est réglé. Et on va voir sur la slide suivante, dès que ça charge, voilà, la réaction immédiate de Google. On l'a mis en place. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, on a un nombre de hits Google sur ces pages. Donc la courbe noire, c'est les fameux 2 URL techniques, où elles étaient explorées plus de 100 000 fois par jour. Et tout d'un coup, bam, on tombe à 0. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on espérait. Pauline me disait, je fais un petit aparté, Pauline me disait en préparant le webinaire que c'est pas toujours le cas. Parfois, ça met un petit peu plus de temps à réagir côté Google. C'est pas toujours aussi instantané. Tout à fait. Donc voilà. Et on s'est même posé la question après le correctif, est-ce que ça a une incidence sur les autres pages? Donc ce qu'on s'était dit, c'était bon, d'une part, on veut non seulement couper le robinet de Google sur ces 2 URL qui ne nous apportent rien en termes du SEO, et de toute façon, on ne veut pas qu'ils passent de temps dessus. Mais est-ce que ça se répercute sur les autres pages du site? Alors pas de manière directe. Donc la partie noire sur la capture d'écran au-dessus, c'est les hits Google vers les pages qu'on ne voulait pas. On voit quand ça a été désactivé, mais on ne voit pas forcément
dans la même proportion une progression du nombre de hits sur les autres pages du site. Cependant, en y regardant de plus près, on se rend compte que si on fait un avant-après, on a quand même une progression de 21% de hits de Google sur les autres pages du site. Les autres pages, c'est les pages plus intéressantes, les produits, les catégories, etc., etc. Donc voilà le premier chantier qu'on a mis en place. J'attaque le deuxième. Vous allez voir, c'est crescendo. J'espère que tout le monde va rester jusqu'à la fin. Le deuxième cas, c'est la pagination. Alors, la pagination, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est, mais je le rappelle vite fait. C'est quand vous avez sur un site e-commerce un listing de produits dans lequel vous avez beaucoup de produits. Souvent, le site vous propose, quand vous arrivez en fin de page, d'aller en page 2 ou en page 3 ou en page 4 pour voir les produits suivants. Et on avait un petit souci avec cette fonctionnalité sur le crawl de Google sur Kiabi. Puisque, comme vous le disait Thomas tout à l'heure, dans le catalogue, on a environ, alors ça varie, ça fluctue un petit peu tout le temps, mais on a toujours à peu près entre 60 et 70 000 références sur le site. Et lorsque j'ai fait le crawl du site avec OnCrawl, dans la structure du site, l'outil ne m'a trouvé que 20 000 fiches produits. Vous voyez, c'est seulement entre un tiers et un quart des produits qui sont existants dans la structure. Donc là aussi, quand j'ai vu ça en faisant l'audit, je me suis dit, oula, on a un petit problème ici quelque part. D'autant plus que quand je regardais les logs de Google, et ben lui il me disait, ben tiens, moi je vois bien 67 000 fiches produits sur le site. Donc on a un souci dans la structure, 20 000 pages accessibles, mais Google, lui, il peut quand même en trouver 67 000. Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, je vais répondre à la question parce que j'anticipe. Comment est-ce que Google en trouve 67 000 quand on n'en a que 20 000 sur le site? C'est tout simplement qu'il y a des sitemaps XML qui sont envoyés à Google dans lesquels Kiabi liste l'ensemble des produits et les soumet via la Search Console. Mais ça ne veut pas dire que ces pages produits sont accessibles dans la structure, dans la navigation du site. Alors, quel était ce frein? Qu'est-ce qui empêchait Google d'accéder aux fiches produits via la structure, via la navigation? Eh bien, c'est cette fameuse pagination. Kiabi a pas mal de produits, comme vous l'avez compris, et sur ces différents listings produits, par défaut, le site en affiche 40. Donc, je prends un exemple. Vous allez dans les femmes, les robes pour femmes, par exemple. Le site vous proposera 40 produits, et une fois que vous êtes arrivé en bas de page, vous avez le bouton « Voir plus d'articles » qui vous permet de voir les produits suivants. Le problème, ici, est que ce bouton « Voir plus d'articles » eh bien, repose sur JavaScript. Donc, au moment où l'internaute clique dessus, il y a un JavaScript qui est appelé, qui est exécuté, et celui-ci va injecter les produits suivants dans la page, donc les 40 produits suivants. Ça ne va pas charger une nouvelle page, ça va afficher les produits suivants dans la page dans laquelle vous vous trouvez. Et comme on a parlé, comme j'ai vu que 52% avaient déjà fait des optimisations de crawl, j'imagine que ce sujet du JavaScript parle à plusieurs personnes. Mais je vais en profiter quand même pour faire quelques rappels. Et là, je me sers directement de la documentation officielle de Google qui nous dit, pour ce type de pagination-là, eh bien, le bouton plus peut être problématique. On nous dit clairement que Google ne suit pas les boutons, sauf s'ils sont balisés en HTML avec les liens à href. Et surtout, il ne déclenche pas JavaScript pour mettre à jour le contenu actuel de la page. C'est justement sur ce mode de fonctionnement que repose la pagination de Kiabi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a continué de lire les recommandations de Google et on a appliqué. Et qu'est-ce que nous dit Google dans son aide en ligne? Ils nous disent, pour être sûr que le moteur de recherche puisse accéder à l'ensemble des pages, ici les produits qui sont listés en page 2, page 3, eh bien, il faut inclure des liens pour chaque page suivante. Donc, comme c'est illustré ici sur la capture d'écran,
on arrive en bas du listing de produits, il faut proposer un lien vers la page 2, vers la page 3, etc. Ainsi, Google peut naviguer entre ces pages et découvrir les autres produits. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait sur Kiabi. Je vous ai mis un avant-après. Avant, on avait le bouton voir plus d'articles qui exécutait un JavaScript qui injectait les produits suivant la page. Ça, c'est un rappel. Maintenant, alors c'est pas présenté comme ça sur la page, mais Google a bien la possibilité d'accéder via des liens HTML aux pages 2, page 3, page 4, etc. Et donc d'accéder aux produits suivants. Résultat, j'ai fait un avant-après ici aussi. Quand on regarde le nombre de pages produits accessibles dans la structure du site, avant, pour rappel, on en avait 20 000. Après, on en a 77 000. C'est un joli gap. C'est un frein qui a été levé de manière assez rapidement. Et je vais vous montrer une autre capture d'écran qui provient de l'outil d'OnCrawl et qui permet d'illustrer un petit peu la rapidité avec laquelle le moteur de recherche a pu accéder à ces pages, à ces nouvelles pages produits. Le chantier de cette pagination a été mis en place le 15 mai. Et on voit assez rapidement que le moteur de recherche a été en mesure de découvrir un grand nombre de nouvelles pages produits, donc de pages nouvellement créées, c'est ça l'indicateur, en quelques semaines. Et vous voyez, il y a même un pic à un moment, la semaine, 2 ou 3 semaines après la mise en ligne du correctif, où il y a 30 000 nouvelles pages produits qui ont été découvertes d'un coup. Troisième parmi les 4 cas, je vois le timing, j'ai l'impression qu'il faut que j'accélère, LDR, tu me dis. Tu peux accélérer un petit peu, mais sans stress, tout ça va. Tout va bien. Eh ben, ça joue. Les balises canonical. Pauline vous en parlait tout à l'heure, et elle vous disait qu'on allait en reparler plus tard. C'est maintenant. Petit rappel pour les non-initiés, les balises canonical, qu'est-ce que c'est? C'est une balise HTML que vous pouvez mettre dans une page et qui permet d'indiquer à Google que cette page-là n'est pas forcément la version originale, qu'il existe une autre page qu'on souhaite privilégier. Qu'est-ce que c'est une page originale et non originale? Alors, je vous ai repris cette illustration qui provient de chez nos amis de la Ahrefs, qui nous dit un contenu peut être accessible sous différentes URL, puisque Google fonctionne avec des URL. Et il peut y avoir plusieurs URL pour un même contenu. C'est pas forcément volontaire, ça peut être une mauvaise configuration du serveur qui fait que une page est accessible en version sécurisée et non sécurisée, donc HTTP ou HTTPS, les deux peuvent exister, ou alors avec le 3W ou sans le 3W. Google, s'il tombe sur ces deux versions, pour lui, c'est deux URL différentes pour un même contenu. Et cette balise permet de dire à Google de faire un choix, de dire c'est parmi les deux, c'est celle-ci que je souhaite privilégier. Donc voilà à quoi ça sert. Et surtout, ça peut servir à faire des erreurs. Et c'est ce qui a pu arriver sur Kiabi. Sur un certain type de page. Alors, il s'agit de landing page qui trouvent pas forcément leur place dans la navigation classique de Kiabi, parce que le menu de navigation, il a une certaine place. Et sur des gros sites comme ça, vous pouvez pas tout mettre dans le menu de navigation. Donc, il faut trouver des chemins de traverse. Et ici, en effet, Kiabi, on a un certain nombre de landing pages qui sont accessibles via des plans de site HTML. Et quand on regarde ces types de pages, dans la structure, OnCrawl nous en trouve 1933. Bon, pourquoi pas, mais en réalité, Google, lui, en trouve 20 000, un peu plus de 20 000. Donc ici aussi, on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait un souci, puisque 92% de ces landing pages, finalement, ne sont pas accessibles dans la structure. Et c'est relatif à un problème de balise canonical. Comment c'est organisé? Donc il y a 20 000 landing pages qui sont listées dans des plans de site HTML.
on en a, enfin, Kiabi les a pas mis toutes sur une seule et même page parce que ça fait une page un petit peu longue. Donc, c'est découpé en plan de site 1, plan de site 2, plan de site 3, etc. Le plan de site 1, sur l'illustration de droite, que j'ai repris de chez Ahrefs, liste les landing pages ABC. Le plan de site page 2 liste les pages DEF, etc. Le plan de site 3 avec les pages GHI. Le problème, c'est que sur les pages plan de site 2 et 3, eh bien, on a une balise canonical qui renvoie Google vers la page 1 de cette série. Donc concrètement, ce qu'on est en train d'indiquer, en tout cas ce qui était indiqué à Google, c'était lorsqu'il arrivait en page 2, page 3, c'était ne passe pas de temps sur cette page, ne regarde pas les liens qui sont présents vers les landing pages, concentre-toi plutôt sur la page 1 de cette série. Et ce qui a eu pour conséquence finalement d'expliquer pourquoi dans la structure du site, eh bien Google n'était pas en mesure, en tout cas le crawler n'était pas en mesure d'accéder aux landing pages listées en page 2 et page 3 de ces plans de site. Je me réfère ici encore une fois à la documentation de Google, puisque c'est bien souvent eux qui ont raison. Et il nous indique précisément que sur une série de pages qui sont paginées, donc page 1, page 2, page 3, c'est une erreur de renvoyer vers la page 1 à l'aide de la balise canonical dans cette série, puisque ça empêche le moteur de recherche d'accéder au contenu listé dans ces pages 2 et 3, et donc de suivre aussi les liens qui sont listés. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait sauter cette balise, ou plutôt, on l'a corrigée. Sur la capture d'écran du haut, c'est la version avant. Donc, on est sur le plan de site page 2, et on disait à Google, via la balise canonique, non, mais moi, je suis un doublon, je te propose de retourner sur la page 1 de la série. Et donc, le correctif, c'était, quand on est sur la page 2, quand Google est sur la page 2, on lui dit c'est une page légitime, Google a tout à fait le droit d'explorer cette page. Pour rappel, on aurait aussi pu tout simplement supprimer cette balise en page 2, page 3, ça aurait eu le même effet. Ici aussi, j'anticipe des questions. Pour quel résultat? Ici aussi, je vous ai fait un avant-après. Donc avant, dans la structure, on trouvait un peu plus de 1900 URL, plus de 1900 landing pages. Une fois qu'on a fait sauter cette barrière, on arrive à 17 000. Donc pratiquement x10 le nombre de pages de landing page dans la structure du site qui sont crawlables. Et d'ailleurs, on le voit ici, encore une fois, avec OnCrawl, avec des pages nouvellement explorées, nouvellement crawlées par Google, où au moment où on a débloqué la situation, tout d'un coup, on a par semaine 4000 nouvelles URL, et donc en quelques semaines, 16 000 nouvelles URL crawlées par Google sur ce type de page bien particulier. Il nous reste 5 minutes, j'attaque le dernier cas de figure et on pourra, je l'espère, passer aux questions. On va parler d'un... Je te vois sourire, Elder. Je disais bien sûr. Bien sûr. On va aborder le sujet du menu de navigation de Kiabi et de JavaScript, encore une fois. Petit rappel sur le fonctionnement de Google et de JavaScript. Je ne vais pas m'éterniser parce qu'on manque de temps, mais lorsqu'une URL est découverte, elle est mise en fil d'exploration. Google va l'explorer. Il va traiter le contenu de la page. Ici, il y a besoin de ressources externes, des JavaScript notamment. Il va y avoir une étape de rendu, de rendering. Voilà. Et si cette étape de rendering ne se passe pas bien, ça peut poser problème. Exemple, une partie du contenu nécessite, ou en tout cas est exécutée à l'aide de JavaScript, et injectée suite à l'exécution d'un JavaScript. Si cette étape se passe mal, problématique, Google ne pourra pas l'afficher dans le rendu, et donc finalement pas prendre en compte cette partie de la page. Où est-ce que ça concerne Kiabi? Bien sûr, les menus de navigation.
Et il y en a deux chez Kiabi. Il y a le principal, quand vous arrivez sur le site, qui permet d'accéder aux univers, donc l'univers femmes, hommes, ados, etc. Et quand vous naviguez sur le site, vous avez un deuxième menu, un volet de navigation. Imaginez que vous rentrez dans l'univers femmes. Ici, vous avez un deuxième menu qui vous permet de trier, de filtrer des produits en fonction de différents critères, soit en fonction du type de produit. Donc là, de mémoire, on est dans l'univers femmes, robes. On peut accéder aux robes courtes, robes longues, etc. On peut filtrer par taille de produits, de couleurs. Donc voilà. Et le problème chez Kiabi, c'est que l'affichage de ces deux menus de navigation nécessite une bonne exécution du JavaScript. Or, au moment où on a fait une analyse, on s'est rendu compte que pour Google, eh bien, les menus ressemblent à ça. Donc, rien dans le menu principal, rien dans le menu secondaire. Ce qui explique que, en tout cas, ce qui signifie qu'il y a un grand nombre de pages, et pas des moins importantes, qui sont difficilement explorables par Google, puisqu'il n'est pas capable de voir ces liens. L'équipe, la très bonne équipe IT de chez Kiabi, a fait un peu de magie et a fait en sorte que Google puisse exécuter ses JavaScript et donc voir les liens dans le menu, comme on le voit sur la capture d'écran ici, et donc corriger le problème. Petite astuce, d'ailleurs, j'en profite pour faire un aparté. Si vous voulez voir la version HTML que voit Google, je vous invite à utiliser Search Console, l'outil inspecter l'URL, qui permet de voir finalement un peu avec les lunettes de Google. Et c'est ça qui nous a permis aussi de mesurer ça. Sur les résultats, quel est le résultat? Au moment où le correctif a été mis en place, on est passé de à peu près une centaine de pages catégories, sous-catégories, filtres nouvellement créées par jour par Google. Et tout à coup, de mémoire, c'était le 12 juin, on passe de 100 à 500 URL catégories, sous-catégories, etc. Donc, c'est plutôt significatif. Et surtout, on s'est rapidement rendu compte aussi derrière, et c'est ça à partir du 12 juin, que ces 400 pages catégories et filtres, eh bien, on les voit dans les pages actives sur OnCrawl, c'est-à-dire, comme le disait Pauline tout à l'heure, des pages du site qui contribuent qui génèrent du trafic SEO sur Kiabi. Et on arrive à la fin avec une rapide conclusion, puisqu'il nous reste à peine 2 minutes, sur un rappel de pourquoi il ne faut pas négliger le crawl de Google. On l'a vu, parfois il y a des choses qui sont imperceptibles à l'œil nu, qui pourtant sollicitent beaucoup de ressources côté Google. Concernant OnCrawl, moi je vous conseille de passer pas mal de temps sur la catégorisation des URL. Comme le disait Pauline tout à l'heure lorsqu'elle terminait sa partie, c'est vraiment ça qui va permettre de voir vraiment où le moteur de recherche passe du temps. Et puis, troisième chose à retenir, c'est l'importance de la synergie entre les services et les partenaires. Entre Kiabi, déjà chez Kiabi, Thomas qui fait un gros boulot de synergie entre l'IT qu'on sollicite très souvent, et puis cette synergie qu'on a entre nous, entre Pauline, Thomas et moi, entre les différents partenaires. Je confirme que, moi, pour apporter ma vision chez Kiabi, je trouve que la clé, c'est la synergie et la méthode de bien mailler toutes les équipes et de processer le truc, de mettre des réunions pour régulièrement faire un check de est-ce que tout ce qu'on a priorisé, ça fonctionne, est-ce que c'est en cours, est-ce que les priorités changent, est-ce que les data nous donnent d'autres infos pour changer nos priorités. Et depuis que je suis responsable ici, en tout cas, j'essaye de faire en sorte qu'on s'améliore beaucoup sur cette partie. Et ça permet aussi de créer des instances régulières et d'acculturer toute l'équipe interne au SEO et de montrer, attendez, regardez, là, vous voyez, on a fait un tout petit truc, ça vous a pris un jour, mais regardez, ça nous triple le nombre de pages que Google peut voir. Et le fait de donner ces infos aussi motive les développeurs à
avancer sur nos sujets parce qu'on peut démontrer facilement des chiffres grâce à ces stats-là et des fois passer avant une autre priorité d'une autre équipe qui n'arrive pas à démontrer les effets de ce qu'ils demandent. Donc, on essaie de le faire de plus en plus et c'est très très apprécié en interne en tout cas de ce feedback de regarder les résultats de ce qu'on fait, on le demande pas pour se faire plaisir. C'est vraiment que ça a une importance. Ok, merci à vous trois pour le webinaire qui était très complet. On a reçu quelques questions quand même, mine de rien. J'en ai 11 perso, j'en ai noté 11. Et certaines qui rebondissent sur des propos, donc je vais essayer d'être bien spécifique. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Alors, j'avais Sébastien R qui a posé pas mal de questions. Donc, il demande SEO visite et page SEO active égale data qu'on a dans la Search Console ou pas? Ça, c'était plutôt destiné à toi, Pauline, parce que c'était au début du... Tout à fait. Dans la Search Console, j'aurais tendance à dire qu'on a plus l'aspect de page indexée directement. Nous, là, les données qu'on évoque en tant que SEO Visit et SEO Active Page, c'est des données de log. Donc, on exploite directement les informations de serveur. Donc, légitimement, on pourrait se dire qu'une SEO Visit peut correspondre à un clic depuis le moteur de recherche de Google. Donc, on pourrait avoir une tendance avec ça. Mais l'idée, c'est surtout de pouvoir croiser les données avec ce type d'informations, comme l'a très bien montré Florian sur les analyses. Quand on les catégorise, c'est beaucoup plus facile de les visualiser. D'accord, très bien. Et parfois, ça m'est déjà arrivé, pardon, je rebondis sur ce que je viens de dire, de voir qu'il y avait plus de visites SEO que de clics dans la Search Console. Donc, on peut avoir des petits écarts, pas énormément, mais j'ai tendance à me dire que parfois, la GSC est un petit peu sur de l'échantillonnage. D'accord, très bien. Alors, on avait Nicolas également qui nous demandait l'analyse sur la période page active et la période non active. Est-ce qu'il y avait des gros écarts sur ce côté-là? Ces périodes, c'est pour ma partie aussi? Oui, tout à fait, oui, pardon, excuse-moi. Pas sûr de bien comprendre la question. Ouais, moi non plus, je t'avoue que Alors, Nicolas, si vous pouvez spécifier votre question dans le chat, mais sur quelle période? Je demande si c'est sur 30 jours ou... Ah oui, voilà. Quelle est la période Ah oui, je me suis basée uniquement sur 30 jours. Ok, très bien. Très bien. Un autre Sébastien, quels sont les intérêts de mettre des pages en no-index et est-ce que vous avez des exemples? Merci. Je peux répondre moi par exemple. Ouais, vas-y, sans problème. Ouais, c'est des pages qu'on veut pas que Google propose dans un internaute. Donc nous, par exemple, historiquement, chez Kuabi, on avait une problématique de double navigation. Donc on a la navigation classique, femme, homme, fille, garçon, etc. Et on avait une navigation qu'on appelle en interne par rayon. Donc on a femme standard, femme grande taille, maternité. Et nous, on voulait par exemple pas que les résultats de femmes standard se retrouvent dans l'index parce que pour nous, les pages qui répondaient aux requêtes robe femme, sous-entendu pas maternité, pas grande taille, et ben en fait c'était la page robe femme classique, pas filtrée sur standard. Donc on mettait du index sur les rayons qu'on voulait pas indexer. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Ok, très bien. Autre question de Anon, j'espère que je n'écorche pas le prénom. Quel est le SEO Active Ratio à viser? C'est quoi le seuil idéal qu'il faudrait avoir? Justement, je pense que ça dépend certainement du nombre de pages que l'on souhaite indexer, que l'on souhaite voir performer. Donc ça va être un KPI qui va être très personnel, je dirais, sur l'aspect du site. Donc ça dépend vraiment du volume de pages. Des fois, on a des clients qui ont un ratio Active Ratio très élevé, mais qui leur fournit pas de réelle performance parce que les pages, au final, ne sont pas très intéressantes et ne performent pas derrière. Donc peut-être que c'est 60. Oui. Pardon, Pauline, je voulais pas t'interrompre. Je pensais que Vas-y. Non, mais tu as raison, et ça dépend du type de site aussi. Je prends un média, Le Monde par exemple. À mon avis, ils ne s'attendent pas à ce que chaque page sur le site, donc des vieux articles qui ont été publiés il y a des années, génèrent du trafic SEO aujourd'hui. Ça n'a pas vraiment de sens. Donc ça dépend aussi effectivement du type de site. Tout à fait. Et d'ailleurs,
Anon rebondit dans le chat et il demande le display none pour masquer des liens semble fonctionner. Est-ce que c'est Google Guideline friendly selon vous? Non. Ok. Ça dépend Non, en pourquoi. interne, on essaye justement, on a fait beaucoup de travail là-dessus parce que, il y a beaucoup de développeurs qui disent, Google ne le voit pas, moi je le vois pas. Mais non, Google ne voit pas la page telle qu'elle s'affiche dans un navigateur. Le display none, c'est du visuel en fait, mais Google voit, si le lien est dans le code, il le parcourt quand même. Donc il y a d'autres astuces pour ne pas mettre un lien alors que derrière il y en a un. Okay. Et en tout cas, le display none, c'est pas recommandé. Ok, très bien. L'autre question, c'est Sébastien, une nouvelle fois. Pourquoi j'ai sur mon site e-commerce des différences énormes de visibilité dans les SERP entre Google, plutôt bon, vs Bing, où je suis très loin de mes positions Google. Est-ce que vous avez des pistes de réflexion pour répondre à ça? Alors, à mon sens, Bing et Google sont pas tout à fait pareils. Ils ont aussi des critères propres à leur moteur de recherche qu'il faut respecter. Donc par défaut, on suit tous Google parce que c'est Google qui a le monopole. Bien Après, sûr. sur Bing, il y a aussi des choses à exploiter qui peuvent être intéressantes. Il y a aussi les données de log sur Bing pour comprendre un peu ce qui se passe et comment ils visualisent les pages. Donc il faudrait s'attarder sur ça. Maintenant, combiner les deux, ça peut être parfois difficile. Mais à mon avis, il y a toujours de la place pour pouvoir avoir des meilleurs résultats sur Bing. C'est un peu comme le SIA. Il faut s'adapter parce que les encarts sont pas tout à fait pareils, mais l'objectif est le même. Un conseil pour Sébastien R, peut-être qu'il peut installer Bing Webmaster Tools, qui est l'équivalent Search Console chez Microsoft pour Bing. Ça peut peut-être déjà lui donner des pistes. Mais effectivement, c'est deux algorithmes différents, donc naturellement, c'est pas les mêmes positions. Ok. Toujours le même Sébastien, statut 410, au bout de combien de temps Google va oublier la page, selon vous? Ça varie, mais de beaucoup de choses. Des fois, il peut mettre 2 jours, une semaine, comme un mois. Ça dépend si la page a été maillée ou démaillée correctement, si elle n'est pas quelque part sur, je sais pas, des forums ou à d'autres niveaux. Donc si elle est maillée, il va mettre du temps à l'oublier. Si elle est démaillée et le job est plutôt bien fait, il peut l'oublier rapidement. Par expérience, parfois ça peut mettre 2 jours parce que la fréquence de crawl était élevée sur cette page et il a compris qu'il n'avait plus besoin de la revoir. Ok, donc la persévérance surtout. Ouais. Nicolas G, comment connaître la totalité des pages indexées sur des sites à fort volume? Est-ce que c'est via l'API Search Console ou est-ce que c'est via d'autres leviers selon vous? Pour moi, oui, l'API Search Console peut être un idéal. Après, un site de points, votre site aussi vous permet d'avoir une vision assez rapide du nombre de pages indexées. Les deux sont possibles. En tout cas, même s'il y a du gros volume. Ok. Maxime T, du coup, est-ce que vous avez gardé le voir plus d'articles en JavaScript dans la fameuse page en question? Je l'ai pas précisé. Ah, pardon, Thomas. Vas-y, Florent. Non, vas-y. Il a été gardé parce que le look and feel est le même. C'est-à-dire, pour l'internaute, il clique, ça exécute un JavaScript qui injecte les produits suivants dans la page. Il a été gardé parce que ça fonctionne plutôt bien pour l'internaute. Donc oui, on a juste ajouté effectivement ces liens pour Google. C'était ça le besoin. C'est rare chez Kiabi qu'on arrive en interne à faire changer quelque chose qui a été designé en fait. Donc on cherche toujours des moyens de contourner pour pas qu'on doive demander à X, Y et remonter jusqu'à Z pour faire valider un truc. Donc il y a toujours, souvent des moyens de contourner. Et là, notamment, les liens sont derrière en fait le bouton. Donc pour Internet, ça change rien, mais pour Google, ça change. Ok. Guillaume T, comment savoir avec quelle fréquence Google visite notre site? C'est quelque chose qu'on a abordé, je crois, au tout début du webinaire, il me semble. Ça c'est pour les données de log, du coup. On a besoin d'avoir ces données-là pour comprendre en fait ce qui se passe. Les données crawl, une fois qu'on a ces fichiers-là, on va les processer, on va lire tout ce qu'il y a et par rapport à la date qu'on a dans la ligne de log, on va pouvoir visualiser les données de bot-sites, comme les SEO visits, et calculer la fréquence de crawl. Donc ça, c'est quelque chose qui est disponible dans le crawl. Ok, très bien. Sinon, pardon, mais un truc simple à faire aussi, c'est devant l'URL, vous pouvez mettre cache de points
ça va vous afficher la page que Google a en cache. Et donc, ça peut donner une idée de quand est-ce qu'il est passé la dernière fois, quoi. Oui, tu as la date, c'est ça que tu veux dire sur le cache. Ok. Ouais. Guillaume P, au moment de développer un site, est-ce qu'il faut du coup, donc c'est à mettre en lien avec le bouton voir plus d'articles, est-ce que quand on développe un site, est-ce qu'il faut éviter le JavaScript? Faut pas éviter le JavaScript, parce qu'aujourd'hui, tous les sites, sur tous les sites, il y a du JavaScript. Mais il faut bien s'assurer que s'il y a des contenus ou des éléments dans la page qui sont injectés et qui dépendent de l'exécution d'un JavaScript côté Google, bah qu'il n'y ait pas de problème. C'est ça en réalité la vraie question. Il faut faire avec, en fait, ouais. Nous, on n'a pas trop eu le choix chez Kiabi de passer sur cette techno-là. C'est du React et énormément de sites majeurs aujourd'hui dans le top des sites e-commerce fonctionnent en JavaScript parce que niveau perf, c'est top. Et il faut juste s'en accommoder. Google donne des guidelines. On a travaillé avec Web. À l'époque, c'était Maria qui avait travaillé là-dessus en interne pour gérer ça. Par contre, c'est beaucoup de travail en plus chez nous pour vérifier que tout fonctionne bien comme ça devrait. Et encore, on doit mettre en place des tests de notre côté parce qu'on se rend compte que des fois, avec une mise en prod, il y a des trucs qui pètent, comme le menu là qui était devenu invisible de Google. Enfin, ça, pour nous, c'est alerte rouge. Ouais. Et ça demande plus d'expertise et de vérification qu'un site classique, quoi. Ok. Il y a un homme qui rebondit du coup. Est-ce qu'il faut désactiver le JS, le CSS dans le robot TXT? Non. En conséquence, non. Justement, si on fait ça, on interdit à Googlebot d'exécuter les JavaScript. Bien sûr, évidemment. Donc non, il ne faut pas le faire. Ok. Et puis, dernière question. Maxime T, niveau crawl budget, ce n'est pas trop gourmand d'ouvrir tous les filtres à l'indexation. Peut-être avez-vous fait une analyse préalable? Alors, moi qui suis un grand gourmand, et tu sais de quoi je parle, Elder. Si, Maxime T a raison, faut pas tout ouvrir d'un coup. Sur le projet Kiabi, qui bien sûr, moi je suis arrivé, la marque Kiabi et le site existait depuis bien longtemps. Donc ce travail avait déjà été fait par Thomas. Donc j'ai pas touché au choix des filtres à ouvrir à l'indexation ou pas. Mais pour répondre à Maxime, ouais, il faut faire gaffe, effectivement. Exemple, j'en cherche un. Des promotions, par exemple, je crois, les promotions, ou alors la combinaison de différentes valeurs, de taille, par exemple, ou plusieurs valeurs différentes. Ou un truc tout con, mais on a un filtre marque chez Kiabi, et comme on est marketplace, on a plein de marques, mais on a aussi nos propres produits, et du coup, le filtre marque, la marque Kiabi, dans le choix de toutes les marques, on l'indexe forcément pas parce que on s'en fout de remonter sur t-shirt Kiabi, on est déjà Kiabi, donc t-shirt plus filtre Kiabi, Google ne le voit pas ce filtre. Par contre, je sais pas moi, t-shirt Adidas, on veut qu'il puisse le voir. Et c'est un travail justement qu'on est en train on en parle beaucoup avec Wam en ce moment, de tout ce travail d'ouverture des bons filtres et de non-ouverture des filtres qu'on veut pas qu'ils voient. Puis, il y a aussi la problématique des éditions limitées chez vous, où vous avez besoin d'attirer les crawlers très rapidement sur certaines pages. C'est ça, en préparation du webinaire, j'avais cru comprendre ça. Ouais, c'est le cas. Ouais. On a de par notre offre, en plus avec la marketplace qui a explosé, c'est une problématique qu'on a de plus en plus. Et on commence seulement à trouver un process avec, on me connaît, mais avec l'équipe merch, l'équipe marketplace, etc. pour savoir qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et là, on commence seulement à tâtonner depuis cette année à comprendre la logique et à se dire, OK, on arrive à faire ça. Mais on y va vraiment par step. Et j'aimerais bien qu'on fasse des vagues d'ouverture de trucs, mais c'est touchy quand même. Il faut qu'on surveille, etc. Et on ne veut pas faire n'importe quoi, donc on y va par petites grappes, on va dire. Bien sûr. Ok, très bien. Et je crois qu'on a répondu à toutes les questions. On a tenu 1h15, c'est pas mal. C'est pas mal 1h15. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions des personnes qui nous suivent. Merci d'être restés en tout cas pour les 53 qui restent à la toute fin. Merci pour vos questions.
Alors, je vous rappelle qu'on vous enverra, déjà à la fin de ce webinaire, vous recevrez le replay. Donc, si vous voulez repasser sur certaines choses ou que vous avez raté le début, vous pouvez aller revoir le début parce qu'il y avait plein de définitions de Pauline au départ et c'était essentiel de les suivre pour bien tout comprendre. Et puis, vous allez aussi recevoir tout le contenu qui vous a été présenté, un e-book avec l'ensemble des réponses aux questions. Et puis, derrière, si vous avez d'autres questions, nos intervenants du jour, ils sont à votre dispo pour y répondre. Donc, n'hésitez surtout pas à interagir derrière avec les contenus qu'on vous envoie. On peut continuer la discussion par mail ou même par téléphone par la suite s'il y a besoin. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Pauline, Thomas et Florian. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir assisté au webinaire. Et puis, bonne journée alors. Bonne journée à tous. Merci Elder. Bonne journée à tout le monde.